Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Aujourd'hui, on va parler transformation numérique de la justice. Où en est-on? Quelles sont les améliorations à apporter? On en parle tout de suite avec Laetitia Avia, députée de Paris. Laetitia Avia, bonjour. Bonjour. Alors, quel constat faites-vous de l'état de la justice pendant cette période de crise? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas se voiler la face. La crise sanitaire et notamment le premier confinement ont montré à quel point la justice était très en retard en matière de transformation numérique. Il manquait des équipements, il manquait la capacité de travailler à distance. On n'a pas pu assurer pleinement la continuité du service public de la justice durant cette période. Mais ce que j'ai aussi pu constater, à travers mes travaux, les différentes auditions que j'ai menées à l'époque, c'est aussi que la justice a su trouver un petit peu des ressources pour accélérer une transformation numérique qu'on appelait tous de nos voeux depuis longtemps et depuis des décennies. Et en quelques mois, on a réussi à faire ce qu'on essayait de faire depuis des années. Concrètement, comment ça s'est passé? Alors concrètement, il a fallu d'abord augmenter le nombre de possibilités de connexion. Il fallait travailler à distance, il fallait pouvoir donc se connecter aux différents applicatifs. Les ressources, les tuyaux n'étaient pas assez larges pour cela et on est passé d'une capacité de connexion à distance de 2500 VPN, connexion à distance, à plus de 30 000. Et aujourd'hui, théoriquement, on peut même aller jusqu'à 100 000. Donc vraiment, on est équipé en la matière. Un gros saut. Un gros saut. Il y a eu la question de la visioconférence. Moi, en tant que députée, c'est vrai qu'on légifère beaucoup sur la question de la visioconférence, sans jamais aborder la question des outils qui vont avec. Et oui, on a pu voir durant le confinement et la crise sanitaire que les outils n'étaient pas forcément au point. Et j'ai été sidérée de constater qu'un certain nombre de magistrats utilisaient des outils qui ne sont pas du tout des outils souverains, parce que c'est le système D, parce qu'il faut pouvoir avancer, parce qu'il faut pouvoir échanger. Et donc on se retrouve avec des Zooms, avec des Skype, pour continuer d'avancer. Donc vous préconisez l'utilisation d'outils souverains? Alors je préconise l'utilisation d'outils souverains dans toute la fonction publique, dans toutes les administrations de l'État. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive. C'est compliqué. En revanche, il y a quelque chose auquel on peut aboutir, et ça fait vraiment partie de la doctrine qui est portée par le gouvernement maintenant, c'est la souveraineté en termes d'hébergement. Il faut absolument que nos données soient hébergées en Europe, voire en France. Et ça, c'est l'objectif qui est porté via le plan de relance de transformation numérique de l'administration. Alors, il y a quelque chose que vous portez aussi dans vos préconisations, c'est le pilotage de cette transformation numérique de la justice. Oui, puisqu'aujourd'hui, on a je ne sais combien de projets qui se multiplient. Et nous, en tant que législateurs, en réalité, on a notre part de responsabilité dans cela, parce que dès qu'on légifère, on se dit, ah, on va mettre un petit peu de numérique par-ci, par-là. Mais finalement, on ne pose pas la question de l'application concrète et opérationnelle. Et si vous allez sur l'Observatoire de la transformation numérique, vous pouvez choisir par thématique. Vous allez sur la thématique justice, vous allez voir qu'il y a une dizaine de projets qui sont en cours et qui n'avancent pas forcément. Pourquoi? Parce que justement, à chaque fois, de nouveaux projets viennent remettre les choses en considération. Et donc, il faut un pilotage. Alors maintenant, il va y avoir un pilotage à deux échelles. Tout d'abord, un comité de pilotage auprès du garde des Sceaux qui se réunit régulièrement, au moins une fois par trimestre. Ils font un état des lieux des projets, des arbitrages sont pris par le ministre, et je peux vous dire que Éric Dupond-Moretti est quelqu'un qui regarde cela de très près. Donc il y a un vrai suivi. Un vrai suivi. Et ensuite, un pilotage également par les parlementaires. Nous avons été réunis il y a quelques semaines, l'ensemble des rapporteurs budgétaires, parce que c'est aussi une question financière. On nous présente l'état d'avancement de l'ensemble des projets. On peut poser toutes les questions les plus fines possibles, y compris le nombre d'ordinateurs déployés, parce que c'est une vraie question qui s'est posée durant la crise sanitaire. Et ça nous permet aussi de donner notre avis sur le déploiement des différents projets et leur aboutissement, et est-ce qu'il faut ou non peut-être en mettre quelques-uns en cause. Quel rôle peuvent jouer les legal tech dans cette transformation numérique de la justice? Moi, je trouve que les legal tech, c'est vraiment une grande opportunité pour le droit. C'est une grande opportunité parce qu'on a à la fois des personnes qui maîtrisent la matière juridique, qui aiment le droit, qui ont envie de faire avancer en fait le monde du droit,
mais aussi qui travaille avec des ingénieurs, avec des techos, avec des personnes qui ont vraiment toute la matière grise scientifique pour faire avancer les choses. Les legal tech, ce ne sont pas les ennemis des professionnels du droit, en revanche, ce sont vraiment des soutiens. Et je pense que sur un certain nombre de projets pharaoniques, je pense notamment au projet Portalis, dont on parle depuis bientôt une décennie tout de même, il faut pouvoir reposer sur le savoir-faire des legal tech pour que cela puisse avancer plus rapidement. En définitive, quelles sont les améliorations que vous souhaitez en matière de transformation numérique de la justice? Alors je pense que les améliorations, il faut les porter à 3 niveaux. La première chose, la base, c'est l'équipement. Donc je vous ai parlé de l'augmentation des connexions, je vous ai parlé peut-être aussi de la question de l'augmentation des possibilités de se connecter au Wi-Fi. Vous savez qu'on a dû doubler le nombre de bornes Wi-Fi, c'est aussi la base. Mais il faut ensuite aussi avoir des équipements, des ordinateurs portables. Alors aujourd'hui, tous les magistrats sont équipés, mais cela est vain si leurs greffiers ne sont pas équipés. Et si les greffiers sont équipés d'ordinateurs portables, mais qu'ils ne peuvent pas travailler à distance, parce que notamment en matière civile, la plupart des applicatifs ne fonctionnaient pas à distance jusque récemment, donc là c'est une évolution qu'il y a eu il y a quelques semaines et que je félicite. Enfin, les greffiers peuvent travailler à distance avec des outils modernisés. Donc ça c'est la première chose, on va pouvoir avancer. Ensuite, il faut des applicatifs pour deux objectifs. D'abord, améliorer les relations entre les professionnels du droit pour plus de fluidité. Quand on ne peut pas toquer à la porte de la greffière pour poser des questions sur les dossiers, il faut pouvoir bénéficier de la richesse du numérique pour cela. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui se sont développés, notamment l'application Plex en matière pénale, qui s'est ouverte également au civil. Tout cela, c'est des choses qu'on doit continuer d'augmenter, travailler également avec les experts. Je les ai rencontrés récemment. Eux aussi ont des outils pour travailler mieux avec les avocats. Il faut créer de la fluidité. Et puis enfin, l'usager du droit, le destinataire final, doit pouvoir bénéficier du numérique pour comprendre la justice, pour suivre ses dossiers, pour que la justice lui soit plus accessible. C'est l'objectif final. Moi, je pense que si on commence déjà par être très bon sur les 2 premiers points, le 3e ira finalement naturellement. On va conclure là-dessus. Merci Laetitia Avia d'être placée sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.